Monsieur Stephen Brun qui est avec nous pour son épisode de Dans la sauce. Il a accepté de relever le défi de se mettre dans la sauce pour nous. Donc il est à votre disposition un petit peu. Vous pouvez le torturer dans le chat. J'aime trop la tête. Aucune réaction. Toi, t'as pas peur? Non, d'abord, bonjour Sacha. Bonjour. Ça va? Merci de m'accueillir dans la sauce. Tu penses que je vais vraiment être dans la sauce? Bah, je sais pas. Est-ce que toi, t'as C'est sympa, oui. Il y a la déco et tout. Stephen Brun dans la sauce. T'as vu, c'est classe. Ouais, bravo. Bon, on a fait ex-basketteur, consultant RMC, parce que en vrai, je pense qu'il y a des personnes qui te connaissent de par ton passé de basketteur, qui t'ont suivi à travers le championnat de France, à travers l'équipe de France de basket aussi, pour ceux qui le savent pas. Et on a d'autres qui te connaissent 100% via RMC aussi, Ouais, parce sûrement. que acteur régulier de l'antenne sur plusieurs émissions, Super Moscato Show, Les grandes gueules du sport, voilà. Et t'es un peu aussi notre couteau suisse multisport quand faut représenter RMC. T'es souvent dans les bons coups quand même. Je suis souvent dans les bons coups, ouais, quand il y a des OP à faire, tennis, paddle, j'ai cette qualité-là d'être omnisport, Sacha. Les sports que tu suis le plus, c'est quoi? Le sport, le basket forcément, beaucoup de NBA, beaucoup d'Euroleague, parce que je commente l'Euroleague aussi la semaine. D'ailleurs, demain je pars à Monaco pour Monaco Asvel. Ça va. On va sur le Rocher, monégasque. Le tennis ensuite. Je pense qu'il n'y a pas un énorme écart entre le visionnage de basket et le visionnage de tennis, parce que mon premier sport c'était le tennis. Ouais. J'ai commencé par le tennis et tout d'un coup j'ai bifurqué sur le basket, mais je reste. Tu vois, s'il y avait cette machine à remonter le temps, je pense que je continuerais le tennis. C'est vrai? Ouais. Parce que c'est un truc qui me plaît un peu plus, où tu es moins dépendant de tes coéquipiers, des humeurs des uns et des autres, et que là c'est toi, ta raquette. Voilà, si t'es pas bon, alors c'est ta raquette de temps en temps. On l'a vu hier avec Boublik, je sais pas s'ils ont vu l'image. Boublik, j'ai pas vu, il a pété sa raquette. 3 de suite. Mais non. Dans le tie-back du 3e à Montpellier. Donc voilà, et puis si t'es pas bon, ta raquette, mais c'est surtout toi. Donc je pense que j'aurais été bien en tennis. Parce que t'es face à toi-même. Exactement, l'adversité, il y a un mec en face. T'es pas dépendant d'un mec qui est mal luné à côté de toi, qui met pas un panier. Voilà. Donc j'aime bien dans le tennis. Je regarde beaucoup de tennis. Après, je regarde du foot aussi. Le fait que je fasse le Moscato Show et les grandes gueules du sport, il faut que je m'intéresse aussi au rugby, à la Formule 1, la au boxe cyclisme. aussi. La boxe aussi. De temps en temps, il y a des petits débats boxe. On accueille Jean-Philippe Loustic, le patron de la boxe. On fait des petits débats là-dessus. Donc voilà, plutôt polyvalent. Je suis un amoureux du sport. Non, ça fait kiffer. On dit Steve est très costaud au paddle apparemment. Alors, avant de mettre les choses en place, etc., j'insiste, tu vas nous expliquer comment prononcer ton blaze, parce que je sais que c'est un problème pour toi et que tu détestes qu'on écorche ton nom. Alors, je déteste qu'on écorche mon nom quand je connais les personnes. Quand c'est la première fois que je discute avec les gens qui m'appellent Stéphane, Steven, Stephen, tout ça. Donc, je laisse passer. En fait, c'est Stephen. S-T-E-P-H-E-N. Le E, on le prononce comme un I. Le P-H comme un F. Stephen, voilà. Stephen. C'est simple. Stephen Curry. Stephen Curry. Voilà. Stephen Brown. Tu sais pourquoi Curry s'appelle Stephen? Non. Pour toi. Un hommage, bien sûr. C'est pour ça. Et d'ailleurs, de base, son prénom c'est Wardell. Il a dit je préfère m'appeler Stephen. Bien sûr. Il a vu une vidéo YouTube quand j'étais à Cholet Basket. Il a dit j'aime bien ça. On va l'appeler Stephen. On a une 40aine de minutes en ta compagnie. Vous pouvez poser vos questions dans le chat, bien évidemment. C'est vous qui aurez les meilleures questions. Pourquoi cette prononciation? Est-ce que ça a des origines? Alors, j'ai deux grands frères qui s'appellent Johan. Là, on va faire une belle petite histoire familiale. J'ai deux grands frères qui s'appellent Johan et Jérémy. Et je devais m'appeler Julien à la base pour faire les 3J. Et la veille de l'accouchement de ma maman, mon père a vu un film qui s'appelle Misery, tiré d'un livre de Stephen King. Okay. Je sais pas pourquoi, ça l'a bien plu. Et il a peut-être compris aussi que j'allais être un psychopathe, donc il a dit allez Stephen, ça passe bien, donc on l'a appelé Stephen. Voilà. J'allais dire que t'es habitué de Twitch. Oui et non en vrai. Tu le vis un peu indirectement. Habitué, oui, parce que en parallèle à ça, moi j'ai créé First Team là, qui travaille ça me parle, ça me parle. Qui travaille sur la NBA. Et on a pas mal d'émissions sur Twitch aussi, donc je maîtrise un peu le. Pour l'anecdote, Steve, j'en ai une belle sur toi par rapport à Twitch. C'est que tu as commenté une course de F1 sur Twitch. Exactement. Avec Tony Parker. Ouais, c'était pendant le Covid, le confinement. J'avais fait mon attestation, comme au début c'était écrit pour promener ton chien. J'avais pas de chien, mais j'avais au moins une excuse pour marcher chez moi. Et Tony Parker m'appelle, me dit ouais Stephen, vu qu'on se fait chier pendant le confinement, j'aimerais bien créer une course de Formule 1 commentée sur Twitch. Est-ce que tu veux le commenter, tout ça? Donc je dis ok, pas de problème. Donc je me suis retrouvé à commenter une course de F1. Il y avait Charles Leclerc, il y avait Yannis Antetokounmpo, il y avait Thibaut Courtois qui est énorme sur le jeu de Formule 1. Donc j'ai commenté ça.
ça, écoute, c'était plutôt marrant. Ah, moi, ça m'avait fait délirer de te voir en commentaire de ça, quoi. Je me dis, précurseur en vrai, parce que t'as vu, après, il y a eu des vraies courses de F1 sur Twitch. Il y a des matchs de foot aussi, hein, qui ont fait des cartons. Ouais, je pense que tu les as un peu inspirés. Et puis là, Tony qui veut faire son match de basket de streamer, t'as vu ? J'ai vu ça, ouais. Donc j'espère que tu vas nous représenter dignement. J'espère. J'espère que tu seras invité, David. Ouais, ça devrait quand même, ça devrait le faire. Tony Parker, du coup, tu l'as évoqué, on comprend que c'est un mec qui t'envoie des messages. Tu peux nous expliquer un peu comment ça se rencontre, où est-ce que vous vous croisez et c'est quoi aujourd'hui vos relations ? Bah écoute, en fait Tony, la première fois que je l'ai connu, c'est en équipe de France. C'était la préparation pour la Coupe du Monde au Japon en 2006. Donc on était ensemble sur la préparation. Moi, j'avais fait l'équipe de France A' et j'avais été très bon. Donc après ils envoyaient un ou deux mecs qui avaient été bons avec les A' pour faire la prépa avec les A. Et c'est là où j'ai découvert Tony. Ça a tout de suite matché. J'ai été le dernier joueur coupé avant de partir au Japon à la Coupe du Monde. Et je savais que ça allait être compliqué pour moi de faire l'équipe parce que devant il y avait Boris Dio et Flo Pietrus qui sont les totems sur le poste d'ailier fort. Donc j'arrivais en troisième option, mais bon après plus tu restes du temps, ça fait 3 semaines que j'étais avec eux, tu vois, tu commences à te dire et pourquoi pas, tu as les joueurs qui partent et toi tu es encore là. Et donc j'avais plutôt mal vécu le fait de partir, j'avais été un peu ému, j'avais même pleuré. Et lui était venu me voir dans ma chambre. Ça frappe, ça me rappelle, c'était à l'hôtel, un château à côté de Strasbourg, ça frappe à la porte, j'étais en train de faire mes bagages pour rentrer chez moi. J'ouvre la porte et là je vois Tony Parker qui arrive, il me dit je peux rentrer, je dis ouais bien sûr. Voilà, donc on discute, il me dit Stephen, c'est la première fois que je vois qu'il y a un mec comme ça qui prend tellement à cœur le fait de pas venir avec nous, tu m'as ému aussi, voilà, je veux qu'on reste en contact et tout. Donc après on est resté en contact, il m'a invité chez lui à San Antonio pour les finales contre Cleveland et LeBron James où les Spurs gagnent et où Tipeee est MVP des finales. Donc j'étais chez lui, je dormais chez lui, j'allais voir tous les matchs, j'allais voir tous les entraînements. Au meilleur moment de sa vie peut-être. Exactement, à son prime. Et depuis on est resté en contact, on se croise souvent parce que je vais commenter l'Asvel et il est président de l'Asvel. On s'appelle souvent, on discute ensemble et puis on a peut-être éventuellement un petit projet d'émission ensemble. Là c'est un petit scoop là, que je te lâche, donc je vais pas en dire plus, mais peut-être que ceux qui regardent les shows américains, First Take avec Stephen A. Smith, Skip Bayless et tout ça, peut-être que dans un futur plus ou moins proche, peut-être qu'il pourrait y avoir du Tony Parker, Stephen Brun pour parler de l'actu NBA. Ouh, ah ouais, du talent du très très lourd. Façon Undisputed, Shannon Sharp, Skip Bayless. Exactement. Tu vas faire Skip ? Je vais faire le mec parce que Shannon Sharp est très costaud. Je vais plutôt faire Skip Bayless, le hater de LeBron. Voilà. Hyper intéressant l'histoire. On est en 2006 à ce moment-là. Juste pour ceux qui ont du mal avec les dates, Tony Parker, comme tu l'as dit, c'est son prime. C'est là où il est enfin ça c'était après, c'est quand il t'a invité lui à San Antonio. Oui. En 2006, c'est qui Tony Parker dans le basket français et à l'international à ce moment-là? C'est déjà un très grand nom, c'est déjà une superstar. Et pourquoi Tony est devenu une superstar par le basket aussi? Parce que ça a été un des premiers Français à s'imposer en NBA. On connaît son histoire avec les Spurs et Popovic. Et puis Tony est aussi rentré chez les gens en dehors du basket, puisque sa femme a été Eva Longoria à un moment donné, qui est Desperate Housewives, c'était la grande star de Desperate Housewives, donc c'est devenu aussi un personnage people, Tony Parker. Donc en 2006, je me rappelle quand on allait jouer des matchs amicaux, il y avait c'était l'émeute, parce que tout le monde voulait toucher Tony Parker, parce que c'était plus que le basketteur, c'était aussi le mari d'Eva Longoria. Donc c'était les émeutes dans la salle, c'était les émeutes après la salle. On a joué un match de qualif en Belgique, le service de sécurité n'était pas prévu, Eva Longoria est arrivée après le match où il y a eu des débordements incroyables, des mouvements de foule, c'était complètement fou. Pour toi, il y a eu un avant après Tony Parker dans le basket français, le prisme. Oui, clairement. Tony a amené le basket français à un niveau supérieur. On a été champion d'Europe avec lui. Il a mis le drapeau de la France tout en haut en NBA. Il a été All-Star. Il a été 4 fois champion NBA dans une équipe mythique comme les Spurs. Et même aujourd'hui, il est président de l'Asvel. Je le vois à la fin des matchs à l'Astrobal. Les gens l'attendent pour pouvoir discuter, pour pouvoir signer des autographes avec lui. C'est le plus grand joueur de basket de l'histoire de France. Ouais. Ok. Et toi, t'as joué avec et tout. Tu très fort. Hein. J'ai jamais vu un mec aussi vite que ça. À l'entraînement, il mettait des avoinés à tout le monde. Il mettait des courants d'air, c'était ouf. T'as vu qu'il y a eu un petit extrait où il est venu sur Paris pour le NBA Game, il a tapé un 2 contre 2 et il veut toujours pas perdre. C'est-à-dire qu'il prend rien à la légère. Bah non, mais ça c'est des compétiteurs. C'est une partie de pétanque, une partie de fléchette, il faut que ça gagne. Hein. Et puis en plus, lui, il aime bien faire les jeux. Il appelait tout le monde dans sa chambre, il avait des blind tests, il faisait des blind tests, il voulait gagner absolument. Compétiteur absolu. Absolu. Et tu penses que c'est un trait qu'il a vu chez toi, justement, dans cette frustration que tu as eu de quitter le groupe
France. Peut-être. Après, moi, je suis un très gros compétiteur aussi. C'est pour ça que je dis ça. Au ping-pong, déjà, ici. Au grand désarroi de ma femme, qu'il était, quand on fait des petits jeux comme ça pour s'amuser. Si je perds, en général, il y a 1 ou 2 jours où je fais un peu la gueule. Donc, non, je sais pas, moi, j'ai la gagne dans le sang. Aujourd'hui, je joue encore au tennis, je fais des tournois parce que j'ai besoin de compétition. Quand tu prends ta retraite de basket et que tu joues 2 matchs par semaine, tu joues des Coupes d'Europe, tu as cette adrénaline de pression, de victoire, d'absolument gagner des matchs. Et c'est vrai que ça me manque en fait. C'est pour ça que je fais des tournois au tennis, parce que j'ai envie. Alors, c'est pas du tout les mêmes enjeux, c'est pas mon métier. Mais j'aime bien ce petit stress dans le match, des points importants à jouer, des points importants à gagner, te mettre cette petite pression. J'aime bien ça. Ouais. Il y a l'ému qui est dans le chat qui te pose une question. Il dit: est-ce que tu as un regret de ne pas avoir joué à NBA? Est-ce que déjà, toi, c'était. J'imagine que c'est le rêve absolu de tout basketteur, en vrai, on va pas se mentir. Mais est-ce qu'il y a un moment où, dans ta jeunesse, tu te dis: vas-y, la NBA, en vrai, c'est peut-être trop loin, ça va être compliqué? J'y ai jamais vraiment pensé, en fait, parce que j'étais très loin de ça. Parce qu'à mon époque, déjà, la NBA, c'était plus du rêve que de la réalité. Il y avait très peu d'Européens, très peu de Français qui partaient là-bas. Il aurait peut-être fallu faire un cursus en NCAA, mais à l'époque, c'était très rare de voir des joueurs français, plutôt que de choisir un centre de formation, partir à la fac aux États-Unis. Et puis, j'avais pas les qualités nécessaires pour jouer en NBA. J'étais pas très athlétique, des mecs comme moi en NBA. Et là, je vais reprendre une belle expression de Jacques Monclar, et tu mets un coup de pied dans un arbre, il y en a 50 000, des petits fanbars qui tombent. Donc j'avais pas forcément les qualités adéquates pour jouer dans cette ligue-là. Mais c'est marrant parce que, c'est le constat que tu fais, mais quand tu regardes la NBA actuelle, finalement, ton profil de joueur, parce que pour ceux qui savent pas, toi t'es plus un joueur intérieur, je suis un catch shooter dans le physique, mais qui va écarter le terrain. Je tire beaucoup à 3 points. À l'époque, je tirais beaucoup à 3 points. J'étais s'il faut faire des comparaisons, mon joueur préféré a été Nowitzki, donc c'était lui mon modèle. Après, Nowitzki fait 2m13, moi je fais 2m02, donc 11 cm de différence, c'est énorme. Donc moi, j'avais pas cette taille-là qui pouvait me différencier des autres, mais c'est vrai que... Mais t'étais un grand qui shootait à l'époque, c'est pas le truc le plus courant. Non, c'était un peu le précurseur. Je vais pas te dire que j'étais précurseur, mais c'est vrai que c'était rare, alors qu'aujourd'hui, tout le monde veut avoir un poste catch shooter, et aujourd'hui en NBA, même les mecs qui font 2m20, ils tirent à 3 points. Donc mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était plutôt rare de voir des grands qui préféraient le tir à 3 points plutôt que la maillotche. Mais ton talent est arrivé trop tôt. Tu serais arrivé maintenant, tu serais sur les mock drafts. Mais exactement. Le Nowitzki du SOMB. Alors c'est vrai que SOMB, c'est Boulogne-sur-Mer. C'est là où j'ai presque fini ma carrière. Mais parce que tu as fait énormément de clubs dans le championnat de France. Ouais. Alors j'ai rarement été viré parce que j'ai toujours fini les saisons. Mais on m'a rarement prolongé parce que j'étais un bon pénible aussi. Pourquoi tu étais pénible? Parce que j'étais chiant, parce que j'étais un caractériel, parce que j'étais souvent dans l'émotion, parce que je parlais pas mal à mes coachs, parce que je prenais pas mal de fautes techniques, parce que je m'embrouillais avec mes coéquipiers, parce que j'étais intransigeant. Voilà, après ça fait partie de... Mais c'est beau parce que quand on te voit comme ça, je connais ton aspect sur le terrain, je vois comment t'es, et pourtant je trouve que Erwan est peut-être limite plus compétiteur que toi parfois. Oui, ça se joue. Après, il y a beaucoup de gens qui me disent, qui ont cette vision de moi en tant que joueur et qui m'ont catalogué comme un énorme connard. Et après, il y a des gens avec qui je peux discuter en dehors du terrain et qui sont toujours surpris en me disant mais je comprends pas, on reconnaît pas le mec qui était sur le terrain, qui était capable de faire des phoques au public et insulter tout le monde. Et je dis c'est vrai que quand je rentrais dans ce rectangle, j'avais cette tendance à me transformer. Voilà. Mais ça t'embêtait que les gens, ça se trouve, il y en a qui l'ont encore, que des gens ils aient cette image de toi, en fait, qui associe, on va dire, ta personnalité sportive et ce que tu es sur le terrain. Oui et non. Après, si tu veux... Après, j'ai pas renvoyé une belle image forcément. Après, moi, le problème, c'est que je me nourrissais de ça. Quand j'adorais jouer à l'extérieur et me faire siffler par les gens, c'est là où j'étais meilleur. Parfois, je passais des rencontres, des premières mi-temps où j'étais mauvais et j'avais besoin de trouver quelque chose pour me rebeller. Alors, c'était soit face à un arbitre, soit face à un coéquipier, face à un mec dans le public qui m'a mal parlé. Et ce sentiment d'énervement, j'avais besoin de trouver un peu de conflit pour être bon. Donc, j'ai toujours été bon là-dessus sur le conflit. Et ça, je dis souvent que c'est un truc qui incarne les athlètes français. Souvent, on a besoin de nous pousser contre le mur ou de nous acculer un peu pour que ça ressort vraiment là. Ça doit fait dire acculer, parce que t'aurais pu. Non, mais tu trouves pas que il y a beaucoup de sportifs français où tu as l'impression qu'il faut qu'ils soient en galère ou il faut qu'ils soient mis dans une condition extrême pour ressortir le meilleur? Je sais pas, je te rejoins pas là-dessus parce que j'ai vu un paquet d'athlètes qui, sous la pression, pouvaient un petit peu se décomposer, des athlètes français. Après, le meilleur exemple que j'ai, je sais pas si tu te rappelles de Renaud Lavillenie à Rio en 2016, un mec en fait du saut à la perche, il est dans un stade acquis au Brésilien qui est son concurrent au saut à la perche, donc forcément les mecs sifflent un peu, le mec fond en larmes parce qu'il a pas l'habitude, ça fait pas partie de son sport d'avoir des sifflets. Je pense que justement les Français, les athlètes
Français, ils ont du mal avec ce. Je sais pas, moi, en contre-exemple, je prends le nombre de victoires de la France face à Team USA sur le basket. Je me dis, à chaque fois, t'es donné perdant sur le papier, t'arrives quand même à sortir une perf. Peut-être parce que c'est plus facile de jouer sans pression. C'est plus facile aussi d'être outsider que d'être favori. Ah, peut-être, ouais. Après, les Ricains, on les a tapés souvent. Alors, à la Coupe du Monde, on les tape dans un match important. Après, au jeu, on les tape sur le premier match d'ouverture où eux, ils sont touchés par le Covid. L'équipe se réunit à peine 24 heures après et ils profitent de ces matchs de poule pour justement. Non, mais attends, relativise pas trop un truc qui nous fait kiffer. Oui, non, mais je veux dire, on les a tapés, certes. Mais le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la compète au JO à Tokyo, ils sont montés en régime et en finale, ils ont été meilleurs que nous. Parce que c'est une équipe qui gagne quand même les USA. Ils sont champions olympiques, ils ont zéro préparation. Ils n'ont pas fait un seul entraînement ensemble. Ouais. Ça veut dire que le jour, et peut-être qu'à Paris 2024, ils prendront ça un peu plus au sérieux et ils feront 3 semaines, 1 mois de training camp. Et là, ils vont pas être cadeaux, même si nous, on va avoir une équipe monstrueuse, je pense. Ça, on va en parler. Et je vois qu'il y a encore pas mal de réactions dans le chat. Justement, on a parlé de mock draft, de trucs comme ça. La question de Crazy Wisdom qui dit: Stephen, dans quelle franchise aimerais-tu voir Victor Wembanyama drafté? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Victor Wembanyama, c'est un peu le basketteur français qui peut changer l'univers du basket à tout jamais. J'exagère. Enfin, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, c'est quelque chose qui arrive une fois tous les 10 ans, une fois tous les 20 ans, d'avoir un garçon comme ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'attentes autour de lui et je trouve que pour l'instant, il le gère plutôt bien parce qu'il marche sur le championnat français. On rappelle que des garçons comme Nico Batum, Tony Parker, Evan Fournier n'ont jamais dominé le championnat de France à repartir en NBA comme est en train de le faire Victor Wembanyama. Donc il va être, je pense, numéro 1 de la draft. C'est numéro 1 de la draft, en général, c'est les cancres de la NBA qui récupèrent le numéro 1 de la draft. Donc s'il faut une franchise, moi j'ai pas envie qu'il aille à Détroit. On les a vus à Paris à l'accord Hotel Arena. C'est une équipe qui est tristounette mais qui est en reconstruction. C'est une des équipes les plus jeunes de la ligue. Forcément tu as ce fantasme des Spurs qui font une très mauvaise saison, mais il y a quand même un fond de jeu avec un coach qui maîtrise bien le basket et qui fait bien jouer ses équipes au basket, qui aime bien les Européens, qui aime bien les Européens aussi. Et puis ça serait un peu la transmission l'après Tipeee aux Spurs. Donc moi j'ai envie de le voir à San Antonio. Après on sait que les Spurs et Greg Popovich a toujours un petit peu formaté les joueurs et a eu du mal à accepter qu'un mec puisse prendre 20, 25, 30 tirs. Donc aussi j'ai envie de voir Victor Wembanyama dans une franchise avoir carte blanche et pouvoir un soir mettre 30, 35 ou 40 points. Après c'est un numéro 1 de la draft, là où il tombera, on va pas être malheureux pour lui non plus, il sera pas malheureux lui. Est-ce que tu penses qu'il y a une franchise qui peut le flinguer s'il arrive par contre? Le flinguer, je sais pas, parce que là les Kangs c'est Houston, Détroit, Orlando, San Antonio. Je crois pas qu'il y ait des franchises qui soient capables de le flinguer. Après, il va arriver dans une franchise qui sera forcément en reconstruction, donc il faudra peut-être attendre un petit peu de temps avant d'avoir des résultats, parce que Tony est drafté très bas, donc il arrive dans une franchise qui est forte déjà, qui est compétitive, où il y a Tim Duncan, où il y a Manu Ginobili. C'est la configuration inverse. Il va être numéro 1 à la draft, il arrive dans une équipe qui va avoir gagné 13, 14, 15, 16 matchs, donc il faut repartir de zéro. Mais après, Victor, lui, je suis pas inquiet pour son futur, et l'équipe de France est très excitant pour 2024. Toi, en tant que basketteur qui a affronté de nombreuses personnes, qui a fait les prépas avec l'équipe de France et qui a eu des sélections avec l'équipe de France, c'est le joueur le plus incroyable que tu aies vu de tes yeux, parce que tu l'as commenté, tu l'as vu de tes yeux plein de fois, Victor. C'est un gabarit très atypique, et ce qu'il est capable de faire avec son corps, c'est exceptionnel. On parle d'un gamin qui fait 2m20, qui dribble, je ne vais pas dire comme Kyrie Irving, mais qui a un maniement du ballon qui est exceptionnel, qui a une adresse à 3 points qui est exceptionnelle aussi, et il est délié, c'est une arme de dissuasion massive en défense aussi, parce qu'il met des contres à tout va. C'est un vrai casse-tête à défendre. Il peut jouer 4, il peut jouer 5, il peut même jouer 3. Donc oui, c'est un phénomène. C'est un phénomène rien que par son corps déjà, c'est un phénomène. Et comment il utilise son corps. On se rappelle que les grands, aujourd'hui, on peut Joel Embiid utilise bien son corps, mais Joel Embiid est plus petit que Victor Wembanyama. Il est peut-être moins délié, Joel Embiid, que Victor Wembanyama. Le Shaq était un monstre de puissance, mais il n'avait pas cette qualité de main que peut avoir. On rappelle Shaq, il a envoyé des belles bricasses au lancer franc. Et là, Victor Wembanyama, au lancer franc, il a une gestuelle magnifique. Donc c'est quelque chose de rare. Même les Américains nous envient. Ils sont à 2 doigts de lui changer son passeport. Les Ricains, ils sont même jaloux. LeBron James qui dit c'est pas une licorne ce mec-là, parce que des licornes on en voit. Porzingis, c'était une licorne, et Porzingis c'est un petit peu décevant, même s'il fait une belle carrière. Il dit c'est un alien ce mec-là. Ouais, c'est un alien. C'est un alien. Après, il a des parents, il a une génétique aussi qui est importante. Sa maman est très grande, elle a joué au basket. Son papa était un très bon triple sauteur et sauteur en longueur aussi. Je savais pas du tout ça. Si, je crois qu'il a fait les championnats de France de 100 longueur. Je crois qu'il a dû faire 8,30 ou 8,40 au 100 longueur, son père. Donc quand il était enfant, il a pu côtoyer son père sur une piste d'athlétisme. On sait que le basket, là, c'est important, c'est apprendre à courir, apprendre à utiliser son corps, apprendre
apprendre à utiliser ses jambes. Donc c'est bien de toucher à tout. Et aujourd'hui, on le retrouve. Il est capable de faire beaucoup de choses parce qu'il a dû évoluer dans un contexte familial aussi intéressant. Ouais, et puis il a l'air de se faire plaisir. On dirait pas quelqu'un qui a été enfermé, affamé au jeu. Non, on dirait que il est content. Il est sur la banane. Plaisir, la banane sur le terrain. Il est content. Il sourit. Donc ça fait plaisir, hein, en espérant que. Il m'a l'air d'avoir la tête sur les épaules. Après, tu sais, quand t'es premier choix de la draft, tu vas prendre 9 millions la première année. Quand tu vas avoir le premier virement sur ton compte en banque, il faut aussi être. Parce que quand il va se connecter à la banquepopulaire.com et qu'il va avoir un virement de 9 millions, il faut être solide, hein, mon grand. Déjà, il y a le coup de fil qui va arriver, monsieur. Il y a un grand problème. Non, mais c'est vrai qu'en plus, la célébrité que tu vas avoir en NBA, et je le dis. Je vais un peu manquer de respect au championnat de France, mais en vrai de vrai, ça n'a rien à voir avec ce qu'il connaît aujourd'hui en France. Je veux dire, là, il est très populaire. Les gens se déplacent pour le voir, ouais. Mais cet effet, quand tu rentres dans une franchise NBA et que tu vas être sans doute premier choix de draft, l'attente qu'il y a autour de toi, là-bas, ce sera une explosion que nous, on n'est même pas capable de faire, en fait. Non, on n'est pas capable, parce que le basket n'est pas aussi populaire chez nous qu'il peut être aux États-Unis. Maintenant, il a eu un avant-goût quand il est parti à Vegas au début de saison avec son équipe. Il a joué dans des salles pleines de 15 000, 20 000 personnes qui sont déplacées pour voir le phénomène Victor Wembanyama. Et il a assumé, puisqu'il a été fantastique sur ces deux matchs-là. Oui, il va y avoir énormément d'attentes. Maintenant, je crois qu'il est préparé à ça. Les gens qui l'entourent, ses agents, le préparent à ça aussi. Il est venu sur le match NBA à Bercy. Adam Silver, patron de la NBA, s'est déplacé pour faire une photo avec lui. Magic s'est déplacé pour faire une photo avec lui. Donc, il sait ce qu'il attend. Il sait qu'il va avoir beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Quand tu es numéro 1 de la draft, on attend de toi que tu domines. Ce que fait Paolo Banchero aujourd'hui avec Orlando, où il va être rookie de l'année. Il est monstrueux. Donc, on va en attendre beaucoup. Il va falloir digérer ça. Les spotlights vont être sur lui. Il va y avoir les contrats publicitaires. Il va y avoir beaucoup de marques qui vont vouloir se greffer à lui. Donc, se concentrer sur le sport et pas trop s'éparpiller, ça va être ça le plus important pour Victor. Ok, on va revenir sur toi, parce qu'on a fait forcément la parenthèse Victor, mais je pense que tu es obligé quand tu parles à un basketteur. Il y a l'ému qui demande financièrement, ça se passait comment pour toi à l'époque, le basket français, justement? Est-ce que ça payait bien? Est-ce que tu t'as fait à côté? Comment ça se passe? Non, il n'y avait pas besoin de travailler à côté, donc on gagnait bien notre vie. Maintenant, on était très loin de ce que peuvent gagner les joueurs américains. Ça représente combien? Alors, je te demande pas de dire. Moi, je m'en fous. Moi, j'ai pas de tabou avec le. Non, moi, je suis plutôt américain sur l'oseille. Donc, bah moi, je m'en fous que les gens se rendent compte. Ça gagne combien un basketteur de pro à ton époque? Un basketteur correct, comme j'ai pu l'être, qui était international. J'ai fait des saisons où je gagnais entre 100 000 et 150 000 euros à l'année. Ouais. Donc, ça faisait entre 10 et 12 000 euros par mois. Ouais. C'est pas exceptionnel. Mais non, mais je veux dire, il y a des 4 dirigeants, ils font 10 fois ça, tu vois. Faut pas que ça choque des gens. Oui. Non, bien sûr. Faut pas que ça choque des gens, mais c'est pas non plus. On est loin de ce qui se fait au foot. Et voilà, j'ai besoin de travailler pendant que j'étais joueur. Maintenant, j'ai besoin de travailler parce que 10 ou 12 000 euros par mois pendant, et j'ai pas forcément économisé comme il faut pour pouvoir aller sur un Mac et boire des pina coladas. T'as fait des dingueries? Non, j'ai pas fait des dingueries. Mais à un moment donné, déjà, t'as les impôts. Quand tu gagnes 150 000 euros, tu retrouves ton adresse très vite. Quand tu gagnes 150 000 euros sur la saison, t'en files 70 ou 65 aux impôts déjà. Donc tu fais des investissements à droite à gauche, mais t'es pas à l'aise toute ta vie. Les joueurs de foot, oui, qui ont joué en Ligue 1 pendant 10 ou 15 ans, eux sont à l'aise toute leur vie. Moi, c'est pas le cas, mais attention, je suis pas malheureux. Non, c'est quoi le plus gros plaisir que tu te sois fait en t'achetant un truc Le plus gros plaisir, alors moi, il faut savoir que j'ai passé le permis de conduire très tard. J'ai souvent été assisté à 29 ou 30 ans, j'ai passé le permis de conduire quand j'étais à Nancy. J'ai passé le permis parce que je sais pas, souvent j'habitais à côté de la salle où je trouvais un coéquipier à qui je cassais les bonbons qui venait me chercher tous les matins. Ouais, ou sportif qui va en vélo. Non, même pas. Si, à Nancy, avant d'avoir le permis, j'avais un Vespa, un 50 cm3, un 49.9. Ouais, ce qui correspond à une trottinette pour son gabarit. Donc j'ai passé le permis très tard et comme j'avais économisé pas mal d'argent et je m'étais fait péter la voiture que me faisait vraiment kiffer, c'était un Range Rover Sport. Ah ouais? Ouais. Bon, ça va, c'est pas. T'as pas envoyé une grande voiture italienne? Non, mais c'est un truc qui coûtait 40 ou 45 000 euros. Donc c'est ton plus gros. Ta plus grosse dépense? Ouais, j'ai jamais fait des trucs de fou. Après, j'ai fait des belles vacances, j'ai fait des trucs, mais envoyé 40. Et genre, premier gros salaire que tu touches, c'est quoi le premier truc que tu fais? Est-ce que, comme toutes les pubs qui sont un peu racos, tu dis ouais, vas-y, on met la daronne à l'abri ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête sur les premières payes où tu te dis ah ouais, franchement, ça y est, je suis dedans? Franchement, pas grand-chose. C'est vrai? Non, pas grand-chose. Après, tu fais des meilleurs cadeaux à ta femme, tu fais des meilleurs cadeaux à tes enfants, tu fais des meilleures vacances, tu voyages à droite à gauche, mais après j'ai pas fait de truc de ouf. Toi, t'as été papa à quel âge justement? Moi, j'étais papa. Tu parles direct des J'étais enfants. papa en 2011, donc moi je suis né en 80, donc j'étais papa quand j'avais 31 ans. Ok.
Et Voilà. t'étais déjà pro, ça arrivait pendant ta vie de pro. Oui, j'étais déjà pro. Voilà. Après, mon fils, il avait tout ce qu'il fallait. Hein. Il avait une belle poussette. Il avait la poussette à Non, mais parce que je me suis dit, peut-être avant ton fils, tu faisais des dingueries. Moi, j'en sais rien. Non, j'ai pas fait de dinguerie. Après, j'ai toujours été quelqu'un de généreux. Donc, quand je sortais à Nancy, la place Stanislas est bien réputée pour la night. Je dis pas que quand je sortais, je faisais péter des bouteilles de Grégouze. Voilà, quand ça faisait péter avec le chalumeau. La musique de Star Wars. La musique de Star Wars. Hop, tout le monde s'écarte. On vient à ma table, on fait péter les bouteilles, votre carré de boule, et voilà, on est parti. J'ai vu une anecdote. Alors, c'est sur ton Wikipédia. Faut que je vérifie, c'est vrai, mais je sais que t'as des anecdotes parce que t'as aussi joué à l'étranger. Oui, à Split et à Alicante en Espagne. En Bulgarie. Non, en Croatie. Croatie, pardon. Putain, pourquoi à chaque fois je dis Split, Bulgarie, Croatie. Autant pour moi. Et je crois qu'il y a eu des petites dingueries là-bas, non? Il s'est passé des trucs. À Split. Alors à Split sur Wikipédia, ils disent qu'ils t'ont pas payé et que c'est pour ça que Oui, tu t'es ça, ils barré. m'ont pas payé. Ça, ils m'ont pas payé. Non, mais ça, c'est un truc de ouf. Faut que tu nous expliques. C'est un truc de ouf que j'y fasse. Alors, j'étais parti à Split après Gravelines. En fait, je voulais une expérience à l'étranger. Split, c'est un gros club ou pas, juste pour ceux qui savent pas? Alors, parce Split, que tu vois, moi-même, je sais même pas dans quel pays c'est. Alors, moi qui suis un amoureux du basket, Split, ça m'a tout de suite parlé parce que c'est un des clubs les plus historiques de l'histoire en Europe, qui a gagné 3 fois l'Euroleague à l'époque où il y avait Tony Kukoc qui jouait là-bas. C'est un club historique pour le basket. La Jugo Plastica, c'est un mythe. Donc moi, quand on m'a dit Split est intéressé, alors c'était plus c'était plus le Split d'il y a 30 ans, mais ça m'a tout de suite plu. En plus, Split, c'est une ville qui est plutôt agréable au bord de la mer, avec un climat plutôt sympa. Donc je suis allé là-bas. J'avais signé un contrat pour 130 000 € la saison net d'impôts, parce que là-bas il y a pas d'impôts. Donc les 2 premiers mois, j'ai touché mon argent. Le 3e mois, ça arrivait pas, un jour, 2 jours. Et en fait, quand tu vas les voir là-bas, je leur demandais mon argent, c'est comment. Et ils parlent pas trop anglais, mais ils connaissent un mot, tomorrow. Sauf que tomorrow, ça a duré 2 mois et demi. Le tomorrow, il était un peu long le tomorrow. Donc au bout d'un moment, moi, le basket, c'est ma passion. J'aime le basket. J'étais très bien là-bas. Enfin, c'est aussi mon métier. Donc à un moment donné, quand t'es pas payé depuis 2 mois et demi, ça commence à être pas de compliqué. syndic en plus là-bas. Ah non, bah non, il n'y a pas de syndic. Et encore, moi, j'avais joué avant professionnel, donc j'avais de l'argent sur mon compte. Mais on était une équipe très jeune. Il y avait des Croates qui avaient 21, 22 ans, qui n'avaient rien sur le compte. C'était pour toute l'équipe. Ah oui, c'était pour toute l'équipe, c'était pas que moi. Donc moi, j'allais faire des courses pour les gamins de mon équipe pour qu'ils puissent manger. Donc c'était cata. Et au bout d'un moment, j'ai pris mes affaires et je suis parti sans rien dire. Et tous ces jeunes joueurs qui n'ont plus à manger quand t'es parti, t'imagines? J'espère pour eux que ça s'est arrangé. Et alors comment ça se fait qu'ils vous payaient pas? Il y avait une sombre histoire derrière? Non, parce que la mairie avait pas enfin, ils t'expliquent des trucs, la mairie a pas donné, les sponsors qui s'étaient engagés avaient pas donné, avaient pas encore versé les paiements. Ils étaient tous en tomorrow en fait pour tout le monde. Oui, genre, exactement. Donc ça, ce qui était bien, c'est que tout le monde était logé à la même enseigne. Donc il y avait une espèce de solidarité qui s'était créée. On n'est pas payé, mais bon, on joue quand même. Le coach était pas payé aussi. D'ailleurs, le coach est barré un peu avant moi pour des problèmes de salaire aussi. Donc il y avait cette espèce d'unité parce que quand t'es pas payé, bon bah allez, on est tous ensemble dans la même galère. On fait quand même les efforts et on joue au basket. Mais voilà, ça fait partie des trucs sympas. Après à Split, il s'est passé des choses sympas aussi. La night à Split, elle est très correcte. J'allais rebondir là-dessus parce que je cache pas mon fait d'être friand des contenus First Team, mais j'ai entendu parler d'une anecdote. Je sais pas si c'est à Split ou pas, mais avec une rappeuse célèbre. Ouais. Lil Kim. En fait, Lil Kim faisait un showcase dans une boîte de nuit très réputée à Split. Et donc faut remettre pour les plus jeunes. Lil Kim, c'est une rappeuse des années 90. C'est la Nicki Minaj des années 90. Exactement. Dans le pop hip-hop New York, Notorious Big et compagnie, dans le crew de Biggie et tout. Donc c'était une rappeuse très réputée. J'aimais bien ses sons. Moi, je suis un gars du hip-hop. Hein. Il me l'a dit en mode attends, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis un gars du hip-hop. Et donc, elle vient à Split faire un showcase. Et les 2 ricains de mon équipe, parce qu'il y avait 2 ricains dans mon équipe, ils me disent Steph, il y a Lil Kim qui fait un showcase et tout ça. Et le problème, c'est que je me suis longtemps tâté à y aller parce que à Split, les entraînements étaient d'une difficulté extrême. On faisait 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi. C'était, vu qu'on est une équipe très jeune, le coach il nous tirait dessus. Et je me suis dit, putain, je vais y aller, je vais rentrer à 4h30, 5h du mat. Je sais que l'entraînement de 10h, je vais mourir. Et donc, je me dis, bon, allez, vas-y, c'est Lil Kim, peut-être une fois dans ta vie, allez, on y va. Et donc là, on passe la soirée, elle fait son showcase, on se régale, elle danse, elle chante des bonnes chansons. Nous, on se met 2-3 canons avec mes potes ricains. Elle finit son showcase et on se retrouve plus ou moins à côté dans le carré VIP et tout. Et donc on s'ambiance, ça danse et tout. Et il est 3h30, 4h du matin. Et là je vois son manager qui vient me voir et qui me dit toi, Lil Kim veut que tu viennes avec elle faire l'after party dans sa suite à l'hôtel machin. J'ai commencé je dis moi, elle me dit ouais toi, et je la vois, elle me regarde, elle me montre du doigt comme ça. Et là j'ai dit oh putain, qu'est-ce que c'est que ça? Et alors j'ai 2 options, soit j'y vais
il va falloir être bon, il va falloir assumer, parce qu'elle est solide, hein, Lil Kim. Elle fait un peu peur. Ou soit je rentre chez moi comme un cholat et je vais me coucher pour être frais pour l'entraînement et j'y suis pas allé. Je me suis dégonflé. Elle m'a fait peur. T'as des regrets ou pas? J'ai des regrets. Après, j'aurais fait quoi? J'aurais fait juste ça pour la fame, pour pouvoir dire aujourd'hui ici. C'est ça. Et ça aurait été dans ton Wikipédia. Ouais. Genre, il est expérience. Amine Soupap à Lil Kim. Super. Expérience à Split n'a pas été payée, mais c'est bien consolé avec Lil Kim. Va falloir assumer, ils sont morts de rire de tes expressions. Tu parlais des coéquipiers américains, il y a une vraie question que je me pose. Toi, tu as vécu les Américains dans le championnat de France. Oui. Est-ce qu'il y a un traitement de faveur de fou malade quand tu es joueur américain et que tu joues au basket en Europe? Traitement de faveur, non, je crois pas. Après, dans le jeu, peut-être qu'il y a des coachs qui laissent passer plus de choses aux ricains qu'aux autres. Après, j'ai pas vraiment vu de traitement de faveur. Il faut savoir que pour eux, c'est pas facile aussi, parce que ils sortent de fac. Là-bas, il y a qu'une ligue pro. Enfin, il y en a deux maintenant avec la G-League, mais en général, tu sors de fac, c'est la NBA pour eux et pas autre chose. Donc déjà venir en Europe, c'est un petit peu un pas en arrière pour eux et peut-être avoir vécu ça comme un échec. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'Américains qui se disent qu'il n'y a pas que la NBA, l'Euroleague. En Europe, tu peux faire des carrières fantastiques. Et il y a pas mal d'exemples. Mais des passes droits, non. Après, il y a un vivier tellement exceptionnel aux États-Unis qu'il n'y a pas de place pour tout le monde en NBA. Il y a de très très forts joueurs aujourd'hui américains qui sont dans les ligues européennes, mais il y a des passes droits, pas forcément. Non. Il y a Bistouquet qui dit vrai soldat ne refuse jamais une bataille. Quand tu parles. Après, quand tu t'appelles Bistouquet, je pense que tu auras refusé aussi. Aujourd'hui, tu penses que les joueurs américains, voire Team USA, est-ce qu'ils peuvent avoir leur domination qui bascule du côté des Européens? Pourquoi je dis ça? Parce que les MVP en NBA depuis quelques années récemment, c'est Jokic et Antetokounmpo. C'est plus des Américains, et qu'on voit que les joueurs qui performent le plus aujourd'hui en termes de scoring et en termes de je prends mon équipe et je l'amène très très haut, c'est aussi un peu moins des Américains globalement, à part si tu prends Boston et tout. Est-ce que tu penses que la bascule elle est en train de se faire ou on a encore de la marge pour rattraper le niveau basket des Américains? Ça s'est bien rééquilibré. D'ailleurs, mon rêve, ce serait qu'au All-Star Game, il y ait une équipe monte contre une équipe Là, on peut le faire. Avant, on se disait non, c'est pas possible. Là, on peut le faire. Maintenant, est-ce qu'il y a un vrai intérêt pour les joueurs? Parce que ça veut dire qu'il faut jouer à fond, il faut jouer sérieusement. Est-ce que le All-Star Break est fait pour avoir un vrai match? Est-ce que les franchises seraient pas un petit peu en train de bégayer en disant putain, le mec que je paye 34 millions la saison, si jamais il se fait un croisé parce qu'il veut absolument jouer à fond à un All-Star Game? Mais ça, c'est quelque chose d'excitant. Après, le basket européen a énormément progressé. Les franchises aujourd'hui elles scoutent dans le monde entier parce qu'ils savent qu'il y a un réservoir partout, même en Europe, et que les Européens, quand ils arrivent en NBA, au niveau des fondamentaux, ils sont bien plus près que les Américains, parce qu'aujourd'hui en NCAA, on n'apprend plus grand-chose de basket, c'est que pour les chiffres, c'est que pour les stats, et que pour mettre des points. Donc les Européens sont un petit peu au-dessus à ce niveau-là. Maintenant, il reste un vivier. Aujourd'hui, Ja Morant est le futur de la ligue, et il est américain. Tatum, Jalen Brown, Devin Booker, KD, il y a quand même LeBron, il y a quand même des Américains qui sont encore au plus haut niveau, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir des Doncic, des Jokic et des Antetokounmpo et même Joel Embiid qui est français ou camerounais, vous en faites ce que vous voulez, mais qui performe aussi en NBA. Et si aujourd'hui les Européens sont à ce niveau-là en NBA, c'est parce qu'il y a eu des précurseurs comme Pau Gasol, comme Nowitzki, comme Tony Parker qui a permis une ouverture mondiale sur le monde. Exactement. J'avais une autre question, en vrai j'en ai plusieurs parce que il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut rebondir qui sont récentes. T'as parlé de LeBron. LeBron, c'est le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Tu vas pas m'envoyer là-dessus. Je suis obligé. Non, vraiment, est-ce que pour toi ça fait de lui le meilleur joueur de tous les temps ou non, tout simplement? Pour moi, ouais. Non. Parce que déjà, moi je suis génération de Jordan. Et en fait, quel est lequel des deux a le plus marqué la NBA? Lequel laissera un héritage hors norme? Je pense que Jordan va laisser un héritage un peu plus grand, a laissé un héritage un peu plus grand que ce qu'a pu faire LeBron James. Maintenant, je suis pas en train de renier ce qu'a fait LeBron James, c'est fantastique. Avoir 38 ans, être aussi fort athlétiquement et physiquement qu'il ne l'était à 20 ans. Il faut aussi se rappeler que LeBron James, en sortie de high school, avait une énorme attente. Il a assumé ça. Il est arrivé, il a marché sur la ligue pendant 20 ans. Mais pour moi, Jordan, son héritage est bien plus grand et va au-delà du basket. Maintenant, tu sais, c'est un problème de génération. Aujourd'hui, les garçons qui ont 10 ans, 11 ans, 12 ans voient le basket avec LeBron et s'ils n'ont pas envie de s'instruire et d'aller chercher ce qu'était Jordan, pour eux, Jordan, c'est une marque de pompe en fait. Ça a pas été, c'est comme aujourd'hui, les gamins, tu leur dis Yannick Noah, ils savent pas que c'est un joueur de tennis. Pour eux, c'est un chanteur à pieds nus qui fait des concerts. Tu leur dis Steve Brun et ils disent c'est le mec du Moscato. Exactement. Donc c'est aussi un problème de génération. Mais je trouve que Jordan
était plus élégant à voir jouer. Alors l'élégance, c'est un critère aussi qui est un petit peu subjectif. Voilà, après, on peut sortir les chiffres des finales, faire 6 finales et gagner 6 fois. Je trouve que c'est quand même un caillou dans la chaussure de LeBron James, même s'il faut aussi y aller en finale. Je trouve qu'il y a plus d'élégance chez le jeu de Michael Jordan. Je trouve que LeBron a quelques carences aussi, notamment sur la ligne des lancers francs. Le mec, il a 71% en carrière au lancer franc. Je trouve que ça fait tâche pour être le meilleur joueur de tous les temps. Maintenant, c'est un débat qui fait beaucoup parler. Après, LeBron James, il n'a pas dépassé Jordan, hein, il a dépassé Jabbar. Donc, pour moi, il n'était déjà pas le GOAT. C'est pas parce qu'il a dépassé Jabbar que ça devient le GOAT. Mais grand respect à ce qu'a fait LeBron James. Après, l'histoire retiendra qu'il bat son record sur une défaite face à OKC. Et on sent même pas que c'est une défaite sur l'ambiance d'après-match, c'est ça qui est assez drôle. On rezoome un petit peu sur toi parce qu'on a pris tes avis basket et qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Comment t'es devenu consultant, etc. Parce que tu nous as parlé de la partie sportive, donc t'as beaucoup joué en France, t'as eu l'équipe de France, t'as joué à l'étranger. À l'époque, le basket n'est pas aussi populaire que ce que c'est aujourd'hui. Tu t'arrêtes le basket pro à quel âge ? J'ai arrêté le basket pro en 2016, donc à 36. 36, tu pensais que c'était le bon moment, tu sentais que ton corps il lâchait? Non, c'est pas une histoire de corps, c'est une histoire de avoir envie de faire autre chose et savoir ce que je voulais faire, avoir du mal à s'y retrouver aussi aujourd'hui, parce que moi qui ai horreur de la défaite, j'étais ma dernière année à Cholet, un vestiaire plutôt compliqué où 5 minutes après avoir perdu, ça faisait des FaceTime avec leurs femmes et ça mettait la musique à fond et ça dansait dans le vestiaire, donc ça c'était un peu problématique pour moi. Ah ouais. J'ai eu du mal avec ce genre de choses là et j'ai compris que plutôt que de continuer et d'avoir encore plus de problèmes parce que ouvrir sa gueule dans le vestiaire parce que la mentalité te plaît pas, partir dans la vie active. J'avais déjà en tant que joueur, lorsque je jouais à Nanterre, j'avais eu la possibilité de commenter des matchs déjà à l'époque où le basket était sur le groupe Canal, à commenter des matchs, donc c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Il fallait venir habiter sur Paris, réactiver les connexions. J'ai eu la chance d'arriver dans le groupe RMC qui à l'époque était ma chaîne sport, après qui s'est transformé en SFR Sport, et j'ai commencé par commenter des matchs. Après on a fait appel à moi 1 ou 2 fois à la radio, ça s'est plutôt bien passé, ça a plutôt bien matché avec le Moscato parce que je pense avoir la connerie aussi comme peut l'avoir Vincent Moscato, et aujourd'hui je suis quasiment à temps plein, et la radio c'est un format qui est exceptionnel parce que tu as une liberté de ton qui est énorme, plus que quand tu commentes un match de basket à la télé où tu es là pour faire vivre le moment aux gens qui te regardent. Radio. Tu préfères la radio à commenter un match plus libre? C'est pas pareil parce que le basket c'est quand même ma passion, donc j'ai énormément de kiff à être au bord de terrain. C'est quand même un privilège fantastique d'être au bord d'un parquet, de commenter des matchs et d'être dans une salle de basket. Mais la radio, surtout avec cette bande là qui est fantastique, où tu as quand même une liberté de ton et que tu parles de sport sans vraiment parler de sport, il y a beaucoup de conneries, on raconte beaucoup d'histoires, donc c'est une vraie bande en fait qui s'est créée, donc c'est différent, mais la liberté de ton à la radio, je la trouve fantastique. Ouais. Puis c'est assez drôle parce que je trouve que c'est aussi des mondes qui se croisent, parce que toi t'es pas très rugby de base, c'est une autre philosophie. Enfin, moi le rugby, les rugbymen et tout. Enfin, t'as déjà fait, j'imagine, des soirées avec des rugbymen. Ils sont complètement tarés. Ils sont complètement. Alors moi je suis quand même bien dans la connerie, mais eux ils sont. Tu peux pas partir dans une guerre de conneries avec eux parce qu'eux ils sont nos limites. Hein. Pourtant moi je suis très loin dans les conneries aussi, mais eux ils vont encore beaucoup plus loin que moi. Donc c'est 2 bandes qui se retrouvent. Après les conneries ils en ont fait, j'en ai fait aussi. Donc c'est plutôt sympa. Puis ça m'a permis aussi de me raccrocher à un sport que je connaissais pas, le rugby. Donc maintenant je suis obligé de me taper des matchs de tour à destination. Gros. Ah bah voilà. Là dans Moscato à 15h. Est-ce que Jonathan Sexton est aussi fort que Romain Ntamak? Non, merci, pas cadeau. Hein. Ah bah alors. Hein? Non mais c'est hyper drôle, comme histoire. Comment t'es arrivé consultant? T'as commenté aussi du foot? T'as commenté de la J'ai première commenté ligue? du foot, la première ligue l'année dernière, parce qu'on a perdu les droits du basket, et donc on m'a proposé ce que ça dit de faire de la première ligue. Je dis waouh, là c'est costaud ce que vous me demandez. Moi le foot, je regarde dans mon canapé, je regarde la Ligue 1, beaucoup de matchs. Mais supporter de qui en Ligue 1? Supporter du Paris Saint-Germain, mais on en parlera une autre fois, pas aujourd'hui. C'est vrai. Pas Pourtant je te trouve très souriant aujourd'hui. Donc je dis voilà, c'est un vrai défi pour moi, parce que la première ligue, je me doutais bien que j'étais pas le consultant numéro 1, donc j'allais pas faire des Manchester City, Manchester United tous les week-ends. J'allais me taper des Wolverhampton, des Bournemouth, des effectifs à 30 joueurs. Ça demandait énormément de travail. Donc j'ai dit écoute, pourquoi pas, ça peut m'apporter plus de choses, ça me met plus d'expérience, ça me fait travailler, ça me permet aujourd'hui quand on parle de foot, quand on parle de certains joueurs, d'avoir pu les commenter. Mais c'était compliqué parce que commenter le match le dimanche, moi comme je suis jamais un mec qui arrive la fleur au fusil, c'est-à-dire que je commençais à bosser le vendredi, bosser sur tous les rosters, toutes les stats, le mec par où il est passé, les centres de formation. C'était, je dis pas que c'est une corvée, mais c'était beaucoup de travail. C'est vrai qu'en vrai, je trouve qu'on te voit très 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 souvent dans les bureaux. Tu bosses beaucoup, tu prends les sujets hyper au
sérieux à chaque fois. En fait, j'aime bien arriver sur une émission et avoir des choses à dire. J'ai horreur d'arriver la fleur au fusil où j'ai rien préparé en fait comme argument sur les débats. Voilà. En plus, j'aime bien être ici à la rédac parce que tu viens à la rédac, tu viens bosser, mais surtout tu parles avec tes potes, tu parles de sport. Là, on a parlé du débrief du match d'hier de l'OM PSG. Donc c'est des débats de sport. Donc moi je trouve ça plutôt sympa de venir là. Je mange à la cantine avec les mecs. Voilà. Enfin, je suis consultant, mais je me considère pas comme consultant. En fait, je suis avec eux. J'arrive à 10h le matin pour une émission à 15h. Je me régale, je bosse, je mange. On parle de foot, on parle de tennis, on parle de basket. Ouais, j'aime bien. En vrai, si tu prends du recul, tu préfères ta carrière de basketteur ou tu préfères ta carrière de consultant? Dans la sauce. Ouais, là t'es chaud. Dans la sauce. Sur le canapé, Bernard Pivot. Non, ma carrière de basketteur, parce que j'étais acteur du jeu, que j'ai vécu des émotions. Quand t'es champion de France, c'est des émotions fantastiques parce que même si je te parlais de tennis tout à l'heure, quand tu gagnes des titres, c'est quand même quelque chose que tu vis avec du monde autour de toi. C'est des aventures qui démarrent au mois d'août. On l'a pas dit, mais t'as fait champion de France, t'as fait deux fois champion pro A, champion pro B. 2 fois pro B, 2 fois pro A. Ouais. C'est des aventures qui démarrent au mois d'août. Tu te retrouves en plein cagnard sur la piste d'athlétisme à faire des 400 mètres pour des mecs qui font 2,02 m. Tu as envie d'insulter tout le monde. Et qu'au final, tu arrives au mois de mai, tu joues une finale de championnat, tu repenses au mois d'août, là tu étais sur la vieille piste toute pourrie à courir des 400 mètres. Donc c'est beaucoup de sacrifices pour les trucs. Et puis c'est quand même une vie qui est sympa. Tu t'entraînes 2 fois par jour, tu as des kinés qui sont là pour toi, les conditions de déplacement sont bien. Tu joues dans des salles où il y a 5, 6, 7, 8 000 personnes, où tu mets des 3 points sur la tête des gens et tu dis au public fermez-la. Tu vois, c'est des émotions fantastiques, donc c'est difficile de dire que consultant c'est mieux que sportif professionnel. Tu disais que ton dernier club et que ça s'était pas très bien passé et que même globalement t'étais pas facile à gérer. C'est quoi le pire truc que t'as fait en tant que joueur, soit sur le terrain soit hors du terrain, mais en gros où t'as pété un câble Alors c'était, j'ai beaucoup pété de câble. Mais un qui est vraiment mémorable où les gens ils ont dit non mais ce mec là on n'en peut plus. C'était je jouais à Nantes, c'était une de mes premières saisons professionnelles. Je jouais à Nantes et je jouais pas beaucoup, c'était en 2e division. Et on joue un match à Golbey-Épinal. Oh, ça remonte à longtemps. Alors là, tu m'as sorti un nom de ville. Golbey-Épinal, on joue à Golbey-Épinal. Et on joue, je crois que je dois jouer 8 minutes dans le match et on arrive dans le vestiaire, on a perdu. Et là le coach, il s'appelle Thierry Chevrier, d'ailleurs je m'en bats les couilles, je balance le blaze. Il s'appelle Thierry Chevrier, il arrive dans le vestiaire et la première chose qu'il a à dire, il dit que c'est de ma faute si on a perdu. J'ai joué 8 minutes et il vient me blâmer moi, j'ai le gamin de 20 ans, c'est facile de s'en prendre au gamin de 20 ans. Il me dit hey, Stephen, tu joues 8 minutes, tu perds un ballon, t'as un tir ouvert à 3 points dans le corner, quand tu mets pas, c'est à cause de toi qu'on a perdu. Je dis quoi, c'est à cause de moi qu'on a perdu? Je me suis levé. Il a même pas fini son speech, je me suis levé, je me suis mis à poil pour aller sous la douche, donc je suis pas traversé le vestiaire à poil, je suis allé sous la douche. Et les vestiaires de Golbey-Épinal, c'est des vestiaires, c'est un cosec, frère, les douches elles sont moisies. Je suis arrivé dans la douche et j'ai tout arraché, les trucs de douche, je les ai arrachés comme ça, tchac, il y a l'eau qui partait partout, j'ai tout arraché, j'ai arraché le lavabo et les mecs dans le vestiaire qui écoutaient la fin du speech, ils disaient mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et j'ai payé, je crois, une amende monumentale parce j'ai ravagé les douches, j'ai dû tout payer. Gros. Putain, mais en plus t'as ravagé les douches de l'autre équipe. Le mec il veut sanctionner son coach, il nique le club adverse. C'est terrible. Tu leur envoyais un message d'excuse. Bah non. T'imagines à tous les petits qui n'ont pas pu se doucher pendant une semaine à cause de toi? Bah après il y en a beaucoup de petits qui se douchent pas. Hein. Ça va peut-être pas changer. Attends, mais t'es un malade. Mais je savais pas. Moi je te vois pas du tout faire des trucs comme ça. Nah, j'ai fait des trucs de dingue. Moi j'ai fait des trucs de dingue. À la mi-temps avec Nanterre où j'avais pas été très bon en première mi-temps et j'étais énervé. Je suis arrivé dans le vestiaire, j'ai saccagé des vestiaires, des casiers. Je mettais des patates dans les casiers. Ah ouais, à l'entraînement, j'ai perdu 2 ballons, j'ai arraché ma d'entraînement comme ça en 2, que je finissais torse-poil et tout. Ah ouais. T'es un malade, mais du coup, quand t'es content, qu'est-ce que tu fais? Tu dois faire des dingueries aussi. Quand je suis content, j'enlève mon maillot et je l'envoie dans le cop des supporters adverses. Tiens, pour avoir des avis un peu chauds, est-ce que tu considères que t'as déjà joué avec des joueurs qui étaient totalement surcotés? Ah bah ce que tu m'as dit, j'en ai rien à foutre, je lâche des blazes. Donc maintenant, t'as lâché sur les coachs? Non, des joueurs surcotés? Non. Après, moi peut-être, j'étais surcoté peut-être. Tu penses que t'étais surcoté? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Non, des joueurs surcotés, non. Après des ricains qui arrivaient, qui étaient complètement flingués, oui. C'est qui l'exemple? On dirait attends, il y a un carré qui arrive, tout le monde doit se dire waouh, et en fait, je te rends compte, il est trop éclaté. Alors, il y a un carré à Las Vegas, il s'appelait Tim Pickett. Il est arrivé.
C'était un rookie en France, il sortait des States. Réputation de scoreur et tout ça, il est arrivé, en fait, il s'est pas du tout adapté à la France. Le mec voulait manger que des McDo. Et tu sais, nous on partait en stage de pré-saison avec les bains pendant 15 jours. Et quand t'es à l'hôtel, t'as des buffets, tu sais, crudités, toujours la même chose, les escalopes de poulet, les machins comme ça. Lui ne voulait jamais manger, il allait manger que des McDo, que des McDo, que des McDo. Il était insupportable. Un jour, on lui dit départ du bus à 16h. Et moi, j'étais avec lui dans la chambre. Je dis, le bus, il part à 16h. Il me dit, ok. Je vois, il se lève, il fait couler un bain à 15h50. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, non, t'inquiète. Il va dans le bain. Je dis, bah, moi, j'y vais, je me barre. Je vais dans le bus. Je monte dans le bus à 16h. Et donc, lui, il est en retard. Il arrive à 16h10. Et donc, le coach le brûle. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Le mec vient me voir, même un coup de pression. Il me dit, pourquoi tu m'as pas dit que c'était à 16h le départ du bus? Je me suis levé, je dis, mais ferme ta gueule. Je t'ai dit 50 fois que le départ est à 16h, tu fais couler un bain à 15h50, espèce d'abruti. Donc voilà, un petit embrouille. Après, il s'est fait virer au bout de 15 jours. Ah ouais, dur. Ouais. Tu t'es déjà battu avec un coéquipier, genre vraiment en bagarre? Avec un coéquipier, non. Chauffé, oui. Ah ouais? Ouais, chauffé, mais il n'y a jamais de coups qui sont portés. C'est vrai? Non. C'est des gens qu'on connaît ou pas? Je me suis chauffé avec Joanne Passaf-Dutheil un jour qui était avec moi à Nanterre sur un échauffement. Il n'était pas du matin et en fait on devait faire un exercice où on devait faire des passes de contre-attaque et en fait moi je lui mettais le ballon devant parce que je pensais qu'il allait courir et dans la course le ballon il allait arriver dans les mains. Sauf que lui il attendait le ballon sur lui pour partir. Et donc la première fois je lui mets devant, donc le ballon il va pas le chercher, le ballon il part en tribune et j'étais une tête de con. La deuxième fois je refais la passe encore devant, il va pas la chercher, elle va en tribune et là il me dit arrête et je vois dans ses yeux qu'il a vraiment la haine. Et la troisième je continue et là il a voulu m'arracher la tête. Donc. En plus pour ceux qui savent pas c'est oui, les gaillards Joe. Un peu plus petit que toi non? Un peu plus petit mais je pense qu'il est bien tanké. Moi j'aimais bien pousser les gens au bout en fait. Mais pourquoi? Ça vient d'où ça? Je sais pas, j'ai envie de... Tu penses qu'il y a des gens qui en fait est-ce que toi tu te donnais beaucoup parce que tu le dis, tu taffes beaucoup, tu te donnes, etc. Est-ce que genre je sais pas, quand les gens ils se donnent pas autant que toi, ça t'énerve? Oui, ça peut m'énerver. Après, il y a des entraînements où j'ai flingué les entraînements aussi parce que j'avais pas envie de jouer. Hein. Il y a deux fautes pas sifflées contre moi à l'entraînement. En général, à l'entraînement, c'est les assistants qui arbitrent. Et donc, ils ont pris cher avec moi. 2 fautes pas sifflées, je joue en marchand. Après, j'avais plus envie de jouer. Donc, je flinguais l'entraînement. À Nancy, c'était 15 jours avant les playoffs. On est champion de France. On fait un des derniers entraînements avant de jouer en play-off. Et là, l'assistant, il siffle n'importe quoi. Et je le regarde. Et au bout d'un moment, il dit pourquoi tu me regardes comme ça? Et là, j'ai pété un câble. Je suis allé vers lui. Je l'ai poussé comme ça. Tchac, il est parti en arrière. Je me suis fait virer de l'entraînement. J'ai fait être viré de l'équipe à 15 jours avant les play-offs. Finalement, c'est les joueurs qui m'ont rattrapé parce que je suis viré. Ils font une réunion en disant voilà, Stephen est viré, tout ça. Et moi, j'étais derrière la porte. J'écoutais pour savoir ce que les mecs ils disaient. Et là, tout le monde a pris la parole. Non. Ouais, Steph, il est caractériel. Ouais, c'est pas bien ce qu'il a fait. Mais là, il y a les playoffs, on a trop besoin de lui. Après, il y a un autre ricain qui a dit la même chose et le coach il a dit bon bah ok, alors on le garde. Je suis pas passé loin de la correctionnelle et je suis pas passé loin de pas être champion de France avec Nancy. Et ça t'a fait non, pas du tout, pas du tout, rien à foutre. Rien à foutre, j'étais un peu penaud quand même. Non, mais après, j'ai été sage pendant une semaine, mais bon, après, voilà. Putain, c'est ouf. Ça t'a fait plaisir d'entendre, parce que ça, c'est pas des trucs qu'on doit. Ah non, mais j'ai kiffé que tous les ricains disent non, il faut qu'il reste. Qui disent putain, c'est les playoffs, on a besoin de Stephen, ramenez-le. Ah oui, ça fait kiffer. Est-ce que c'est un des trucs que tu te rappelles le plus? Parce que t'as déjà dit des trucs comme ça où t'as senti que t'étais la pierre angulaire de l'équipe, ou là, c'est un moment que t'as chopé et que finalement t'as pas. Non, c'était un moment. Après, je m'entendais vraiment bien avec tous les joueurs, donc il y a aussi une part d'affectif. Ils disaient pas ça parce que j'étais trop important dans le jeu. J'étais important dans le jeu, mais j'étais pas non plus le go-to guy de l'équipe, mais ils disaient ça parce qu'il y avait une vraie affect dans l'équipe. On s'entendait vraiment tous bien, donc ils n'avaient pas envie de voir un pote à eux se faire dégager. Ok. Voilà. Il est 46, tu veux y aller? Non, je vais te raconter une dernière anecdote. Vas-y. Un jour, je suis à Cholet, je suis en espoir et je suis avec les pros. Et on avait un intendant à l'époque qui s'appelle Jamil Rouissi, qui a été un speaker du K54. Ah, ben je vois très bien. Je me suis embrouillé avec un tournoi. Sérieux? Ouais. Et lui, à l'époque, à Cholet, il était l'intendant, c'est-à-dire qu'il s'occupait des maillots, il faisait le speaker aussi, il faisait les voyages avec nous, et il donnait les clés à l'hôtel quand on arrivait en déplacement. Et il avait un don, Jamil, qui était un peu costaud, dans le bus en déplacement, tout le monde ramenait des snacks, des trucs à manger. Il venait gratter la bouffe de tout le monde. Et un jour, avant un déplacement, il y a un ricain qui s'appelle Bill Warner, qui en avait marre en fait, qui vient de gratter. Je crois que je l'ai. Et il dit, vous savez quoi, Jamil, il fait une réunion, il dit les mecs, ma femme m'a ramené des States, elle vient d'arriver, elle m'a ramené de la pâte à tartiner, mais laxatif. Vous savez quoi, Jamil, à force de taxer, on va lui donner une bonne leçon. Demain, je ramène 3 croissants et je tartine avec la pâte à tartiner laxatif. Et donc, je vais commencer à manger et je vais dire que j'en veux plus et je vais dire qu'il en veut. Et lui, forcément, il va se lever, moi. Donc, on prend le déplacement, on monte dans le car. Comme prévu, Bill, il se met derrière, il commence à manger ses trucs.
Et il dit à qui on veut. Et Jamie il était tout devant à côté du chauffeur. Ouais, moi. Il prend les croissants et on avait prévenu le chauffeur du bus en disant tu fermes les toilettes, tu condamnes les chiottes des bus. Donc les chiottes des bus sont fermées à clé. Et donc on part pour 4 heures. Hein. Je pense que c'est 4 heures de bus. Et là il dégomme, on le voit, il dégomme les croissants. Il est content. Il dit à Bill, trop bon la pâte à tartiner, elle était trop bonne. Je me rappellerai comme si c'était hier. Il kiffait, il mange les croissants. Le gros smile avec le pouce. Il mange les croissants. Et là, 20 minutes après, hop, il se lève de son siège et puis il vient tranquillement comme ça ouvrir la porte des chiottes du bus et il voit que c'est fermé. Et là, sur son visage, moi j'étais là, tu sais, quand tu montes la porte arrière du bus, moi j'étais le premier siège là sur la gauche là. Et je vois son visage un peu paniqué. Et il va voir le chauffeur du bus et il dit excusez-moi, c'est possible d'ouvrir les toilettes derrière? Il dit non, ils sont condamnés et tout ça. Et là, je vois, il est pas bien, il se rassoit comme ça, il est toujours en train de bouger. Il se lève, il avait mal au ventre. Il dit au coach à l'époque, c'était Richard, il dit Eric, est-ce qu'on peut s'arrêter? Le coach était prévenu, il dit on peut s'arrêter sur l'autoroute, ça j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Eric, il dit non, on y va, on va être en retard pour le créneau d'entraînement, on avance. Il a vécu un cauchemar. On est arrivé sur le parking de l'hôtel, la porte s'est ouverte, il a couru comme ça, il était en nage, il est parti, on l'a pas revu jusque le lendemain matin, il a chié toute la nuit, on lui a détruit le ventre. Oh Vous lui avez expliqué, il l'a su ça après? Ouais, on lui a dit après. Et comment il a réagi? Il rigolait parce que ça allait mieux. Mais c'est terrible, putain. T'en as d'autres dans le genre ou pas? Celle-là, elle est pas mal. J'en ai d'autres dans le genre. Non, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai déjà chié dans un carton et mis sous le lit d'un mec dans sa chambre d'hôtel où il a passé 3 jours. Il dit je comprends pas, ça pue la merde dans ma chambre et tout ça. Attends, pourquoi t'as fait ça? Parce que ça te faisait marrer? Ouais. Alors même pas le mec, tu l'aimais pas quoi. C'est même pas je l'aimais pas, c'est pour une blague en fait. Je me suis déjà après à Coubertin avec Nancy, avec Ricardo Greer. Je venais d'aller aux toilettes, j'ai frappé à sa chambre. Son frère Jeff, ils étaient toujours ensemble dans la chambre. Jeff, il m'ouvre la porte et là je m'allonge dans le lit de Ricardo à poil et je m'essuie avec le coussin et tout ça avec l'oreiller. Hop, il y avait une énorme trace sur le coussin. Je la repose comme ça. Il avait la haine, il voulait me tuer. En plus, toi, t'es dans l'humour subtil. Genre, ah ouais. C'est pour ça qu'avec Moscato, les conneries pipi caca poudre, ça me bien. Plus jamais il a dû demander de la bouffe après. Vas-y, on va prendre une dernière question un peu sérieuse. C'est quoi ta plus belle émotion basket hors joueur que toi t'as vécu? Hors joueur, ouais. C'est un Final Four. C'est le Final Four l'année dernière. Alors je commande pas, j'y vais en tant que spectateur et passionné de basket. C'est un Final Four à Belgrade. C'est phase finale d'Euroleague. Ouais, phase finale d'Euroleague. Les 4 meilleures équipes de l'Euroleague qui s'affrontent pour être champion d'Europe. Donc à Belgrade, qui est déjà une ville mythique, fantastique. J'arrive dans la salle et c'est pour une demi-finale Olympiakos Anadolu Efes. Et là je me retrouve dans le COP de l'Olympiakos. C'est une salle qui fait 18 000 personnes. Il y avait 12 000 supporters grecs qui étaient fantastiques. J'étais au milieu d'eux, l'ambiance, ils m'ont mis des frissons gros. À chanter, à se renvoyer la balle, ils avaient envahi la salle à Belgrade, ils m'ont mis des frissons. Je me suis pris supporter de l'Olympiakos pendant 1h30, ils se retournaient vers moi. Ils sortent Monaco et ce match-là se termine sur un panier. Et en plus, ils sont crucifiés par un panier à 3 points de Vassili Micic. Et donc les mecs sont en larmes à côté de moi et tout ça, mais ils m'ont donné des frissons. C'était franchement le plus beau week-end basket que j'ai vécu en tant que spectateur. Après, il y a forcément la finale aux Spurs San Antonio Cleveland où les Spurs gagnent, où là j'arrive à l'entraînement le matin pour le shooting, il y a les Browns qui passent à côté de moi, je vais voir tous les entraînements avec Pop qui discute avec moi, qui me disait pas trop de vin ce soir pour Tipeee, où je me retrouve à jouer. C'est ouf ça. Je me retrouve à jouer à la salle d'entraînement parce qu'ils ont une espèce de salle familiale où il y a de la nourriture, où les mecs repartent chez eux avec de la nourriture, ça, avec une table de ping-pong. Je joue au ping-pong avec le frère de Ginobili qui était là aussi pour voir son frère jouer au final. Je joue au ping-pong avec eux. Je me retrouve à faire des 2-2 avec TJ, le frère de Tony, sur le terrain d'entraînement des Spurs. Ah ouais, t'es pas juste venu voir le match, t'étais dans l'équipe en vrai. J'ai tout fait, j'ai profité à mort. Et quand tu t'entraînes avec les Spurs, c'est... Je m'entraîne pas avec les Spurs, je m'entraîne avec les mecs qui donnent les boissons à la fin, enfin tous les deux. Mais on croise Duncan, on lui tape dans la main, c'est énorme, je fais des photos avec Michael Finlay. Tu veux pas taper un 1-1 avec Duncan? Non, il est injouable Duncan, à cette époque-là en plus, un contre un, même pas j'existe. Ça allait moche, mais il t'aurait taffé de ouf. Non, Team Duncan, c'est le plus grand. Non mais attends, c'est incroyable ce truc. Mais en fait à San Antonio t'as fait des trucs de fou. J'ai fait des trucs de ouf, j'ai fait des soirées de ouf avec Eva et Tipeee, exceptionnel. T'as rencontré des gens improbables que tu dis mais jamais... J'ai rencontré
un après-midi, Tipedia, il y a des potes qui viennent passer la journée dans la piscine et tout ça. Donc j'arrive, je débarque, je descends de ma chambre, j'arrive dans la piscine et je vois, je sais pas si les gens se rappellent, Terrence Howard, c'est un acteur, ça te parle ou quoi? Ouais, bien sûr. Dans Collision, acteur exactement. métis, là, beau gosse. Non, c'est quoi la série là? Je Où sais ils font de plus. la musique là, putain. Soul and Flow, non, c'est pas ça? Non, bah il a joué dedans Ouais. aussi. Mais il y a la série où il fait le. Ah merde, c'est. Ah, vas-y, bref. Bah, c'est pas grave. Et C'est je, le vois, méchant. et je vois un autre mec, putain, j'ai plus son nom, qui jouait dans Everybody Hate Chris, un black monstrueux, tout petit, costaud. Terry là. Crews. Terry Crews, voilà. Ouais. Les deux sont là au bord de la piscine. J'arrive, je dis, ouais, mais c'est quoi ce truc de ouf et tout ça. Je dis, je vais me baigner. Et là, je vois Terry Crews qui enlève le t-shirt, frère. Un monstre! Et j'ai dit, ouais, bah, finalement, je vais juste mettre les yep dans la piscine. Donc, je passe la journée avec eux à discuter. Après, ils viennent au match, on est au bord de terrain, en courtside avec eux, on discute. Il y a Eva, je fais des photos avec Eva. Bref, je me pinçais tous les jours pour dire, c'est pas un rêve, c'est pas un rêve. Putain, c'est incroyable. Il y en a dans le. Ça fait quoi? Tu vois Eva au petit matin, même si tu sais que c'est bon, c'est la meuf de ton pote. Moi, parce qu'avec le, tu sais, quand t'arrives au steak le matin, le premier jour, à 5h, t'as les yeux grands ouverts. Donc, j'ouvre le frigo pour prendre de l'eau. Eh, bonjour! Et il y avait Eva qui était là, on a discuté 5 minutes. Voilà, elle nous a fait une petite soirée mexicaine où elle faisait à manger. Très gentil. Sympa? Très gentil. Voilà. Très lourd. Faut que Lucius j'aille faire le d'Empire. Moscato. Ça marche. Lucius d'Empire, voilà, Ouais. exact. Bah, merci beaucoup, Stephen. Bon, on l'a fait en 40 minutes, mais en vrai, t'as trop de trucs à raconter. Ah oui, donc, j'ai trop de trucs. On fera un acte épisode 2. Bien sûr. Ça, c'était le prequel, tranquille. On Exactement. l'échauffe doucement. Teasing. Ouais. Merci beaucoup, merci Steve. beaucoup. Bonne émission. On va te regarder Bonne un fin de petit journée. peu là, dans le Moscato. Oui, aidez-moi sur est-ce que Sexton est-il vraiment meilleur qu'Entamac? Je sais pas quoi dire. Vas-y, t'inquiète, on a Flo, il va te faire une petite fiche. Merci beaucoup, Ciao, Stephen. merci. Bonne émission.